Bonsoir à tous, merci de terminer de prendre place. Je m'appelle Olivier Delagarde, je suis habituellement journaliste à France Info et vraiment très heureux d'être avec vous ce soir pour cette réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris, présentation de ce que l'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont on va expliquer un peu mieux les tenants et les aboutissants dans quelques instants. C'est le 4e débat, hein. Il va y en avoir 12 d'ici le 3 juillet, à un rythme donc soutenu, 12 sur 12 thèmes différents, dans 12 lieux différents. Et à ceux qui font le Tour de France, nous on fait le tour de la métropole et je peux vous dire que c'est passionnant. 4e débat, on est parti de Nogent-sur-Marne où on a parlé des risques naturels, du risque inondation. On est allé à la Alpajol, ensuite dans le 18e arrondissement de Paris, puis à Clichy-sous-Bois où on était samedi dernier pour parler de la façon dont on pouvait rénover des quartiers en difficulté. Et très heureux ce soir d'être dans cette belle commune de Suresnes pour parler logement. Je vous salue évidemment tous. Je salue également les internautes qui peuvent nous suivre en direct, qui sont nombreux à nous suivre en direct en streaming sur le site métropolegrandparis.fr/Scott. C'est pas la peine de vous faire un dessin, c'est un sujet évidemment important, le logement. C'est l'une des premières préoccupations des habitants de la métropole. 2 chiffres peut-être à vous rappeler en guise d'introduction. La métropole compte près de 3,5 millions de logements, parmi lesquels 775 000 logements sociaux. Il faut savoir que la métropole enregistre en ce moment un solde migratoire négatif. Les prix de vente de logements ont beaucoup augmenté, notamment ces dernières années. Ceci explique peut-être cela, on va en discuter. Mais un petit mot sur la philosophie générale. L'idée de ces réunions, c'est vraiment de pouvoir vous informer, de vous donner la parole, donc que vous puissiez poser vos questions aux élus, aux experts qui vont prendre place à cette tribune derrière moi dans quelques instants. Poser des questions, c'est tentant également parfois de vouloir donner son avis, c'est légitime d'ailleurs, c'est pas tout à fait le lieu ce soir, d'autant qu'il y a une plateforme dédiée pour ce faire, toujours sur ce site métropolegrandparis.fr/Scott. Je vais tout de suite appeler Patrick Collier, le président de la métropole, qui va venir me rejoindre. Mais ici, là, attendez, on fait un petit mot d'accueil, là. Pas tout de suite, après. Là, vous voyez, je vais vous dire, président, là, on fait un truc chaleureux. On est proche du public, puis ensuite, on va monter sur notre Aventin, et là, on expliquera au bas peuple ce qu'il faut penser. Je plaisante évidemment. Un petit mot d'accueil. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions, président ? Bien, mais moi je suis pas heureux de vous accueillir parce que c'est mon ami Christian Dupuis qui va vous accueillir dans un instant, le maire de Suresnes et le grand patron justement du logement pour l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Donc c'est lui qui va faire l'essentiel de cette réunion, car le logement est un souci permanent des 7 200 000 habitants de la métropole et un souci exigeant en tout cas pour les maires, les élus et les responsables. Alors un mot sur la métropole du Grand Paris, avant de passer la parole aux spécialistes. Nous existons depuis 3 ans, et en 3 ans, on a fait le travail que la métropole de Lyon a fait en 15 ans. Voilà. Pour bien mettre les choses en rapport avec la réalité, c'est-à-dire qu'on a profité de l'expérience de Lyon. J'ai rencontré Gérard Collomb, je suis allé à plusieurs reprises à Lyon, nos équipes se sont déplacées, et on a copié tout l'excellent travail qu'ils avaient fait, ou en tout cas une grande partie, pour nous en inspirer et avancer très vite à notre niveau de Paris, parce que la métropole du Grand Paris, je vous dis, 131 villes, 7 200 000 habitants, et c'est la première fois dans l'histoire française que autant de monde, autant de villes engagent une réflexion sur leur destin commun. Car je ne vais pas parler de la métropole, je parle du SCOT, le schéma de cohérence territoriale dont vous allez parler ce soir, pour sa partie logement, c'est un peu, comme on a l'habitude de le dire, Christian, la colonne vertébrale de la métropole. Nous existons depuis 3 ans, et depuis 3 ans, on se lance dans différentes thématiques qui sont liées aux compétences qui sont les nôtres. Par exemple, ce matin, nous avions, ce matin,
une réunion sur la lutte contre les inondations, parce qu'on s'occupe de la GIMAPI, gestion des milieux aquatiques et lutte contre les inondations. Et nous sommes en train de prendre des mesures à la métropole très importantes que personne n'a jamais prises, sur plusieurs centaines de kilomètres de digues qu'on est en train d'aider à construire dès lors que les maires nous demandent de les aider. On est en train de s'investir dans le bassin de l'Abassé. C'est énorme comme rétention d'eau. Et la métropole, si elle n'était pas là, le bassin de l'Abassé, le casier pilote de l'Abassé ne pourrait pas se faire. Un exemple. Tout ça, c'est pour essayer d'éviter que nos villes soient le moins ravagées possible par les inondations. C'est la métropole. Mais on n'a pas que ça. On a la lutte contre la pollution. On vient de lancer une zone à faible émission contre la pollution atmosphérique. Et quand on voit le souci des Français par rapport à l'écologie, on comprend que la métropole a une politique d'avant-garde en ce moment. Parce que nous sommes juste dans le temps, mais peut-être même à l'avance dans le temps par rapport à des élus qui n'ont pas encore souhaité s'engager dans cette lutte. Et on le fait dans le cadre du périmètre de la 86, de telle sorte qu'on puisse démarrer en juillet prochain pour se lancer dans cette aventure de la ZFE. Je cite ces deux exemples parce que sinon ça serait trop long. Mais le SCOT, lui, va reprendre tout ça, toutes nos compétences, et il y a une équipe qui est en charge de la réflexion du SCOT depuis 1 an et demi. Alors, je ne sais pas où il est passé. Yvan Escovitch, il était là, n'en faites pas. Il était là tout à l'heure. Il va réapparaître. Il va réapparaître. Alors, c'est une vedette internationale, Yvan Escovitch, il est au maquillage. C'est un peu la vedette américaine, donc il ne se montre pas tout de suite au début. Voilà, dans le cadre de la mise en place du schéma de cohérence territoriale, j'ai confié à Yvan Escovitch le pilotage du groupe de travail pour ce SCOT, c'est donc lui qui est le chef de la patrouille, et dans toutes les thématiques, le SCOT doit, voilà, la vedette internationale qui arrive, voilà. Monsieur Yvan Escovitch, et ils font un travail extraordinaire depuis 1 an et demi, et l'objectif est que nous validions le SCOT avant que notre mandat ne s'arrête, qu'on ne le vote pas, parce que je pense que la moindre des choses, c'est de laisser nos successeurs le voter. Nous sommes trop près des municipales, mais qu'on le valide de telle sorte qu'ensuite le travail soit fait pour qu'ils puissent l'accepter. Ce schéma de cohérence territoriale, et on va vous l'expliquer, c'est plusieurs documents, le PADD, le D2O, etc. C'est très technique tout ça, on va vous l'expliquer. C'est donc la colonne vertébrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les thématiques de la vie au quotidien, le schéma doit prévoir ce qu'on va faire dans 15-20 ans. 15 ans pour faire court et 20 ans c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que dans l'organisation de l'espace, le développement économique, l'aménagement de l'espace à travers les zones qui sont plus industrielles que d'autres, des zones qui sont plus commerçantes que d'autres, le logement, avec le PMHH, le plan métropolitain de l'habitat et d'hébergement, que Christian Dupuis a mené le combat depuis le début, puisque c'est lui qui est en charge de cette affaire de plan métropolitain de l'habitat. Il va être intégré dans la réflexion sur le SCOT. Également, la lutte contre les inondations, j'en ai parlé. La désimperméabilisation des sols, qui pour nous est une priorité, va être rendue contraignante dans le cadre de ce SCOT. Vous avez des moyens de contrainte? Ben oui, parce que quand le SCOT est voté, il s'applique, c'est-à-dire qu'il est forcément... Voilà. Contrainte librement consentie, dit. C'est le juriste qui parle. Il est d'application, et à partir du moment où il est d'application, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, intercommunaux, parce que maintenant ils deviennent intercommunaux, doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communes dans les intercommunalités, qui sont les territoires de la métropole, vont être obligées de rendre leurs plans locaux d'urbanisme, messieurs les aménageurs, mesdames, compatible avec le SCOT qu'on va voter. Donc on vote un schéma, et ensuite, en dessous, on est prié de respecter le schéma. C'est aussi simple que ça. Patrick Collier, je vais vous poser une question qui va vous faire plaisir, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois, chaque fois vous me faites le coup. J'ai l'habitude. Cette métropole, on comprend bien, 131 communes qui vont se réunir, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin on a déjà les communes, il y a les départements, il y a également la région. Cette métropole, elle sert vraiment à quelque chose? Mais vous n'avez pas compris, depuis que vous animez ces réunions, à quoi elle sert? Ça m'inquiète, là. Ça m'inquiète. Non, je plaisante, parce qu'Olivier, avec beaucoup de talent, organise ces réunions, et je l'en remercie infiniment. Parce que oui, vous avez raison. Les gens vous avez raison. Alors, je vais répondre. Vous avez vu que ça m'embête quand même, cette question. Je vais répondre très clairement. Est-ce que vous ne pensez pas, chers amis, qu'il vaut mieux s'adresser à une personne qu'aux 131 qui sont dans la salle?
parce que cette personne vous répondra. Sinon, vous devez poser 131 fois la même question à 131 personnes. Donc c'est plus facile de s'adresser à un qu'à 131. C'est le principe de la métropole. C'est-à-dire que pour ce qui est des compétences de la métropole, l'idée, c'est que l'Assemblée des maires, parce que c'est la métropole des maires, et c'est les maires qui dirigent la métropole, je suis maire, Christian est maire, monsieur, comment vous appelez-vous déjà Iskovic Adjoint au maire. est élu, il est adjoint au maire, il va et cette devenir métropole maire. des maires fait en sorte que les maires décident à l'Assemblée des maires, votent, et qu'après, le président de la métropole est prié de faire ce que les maires ont souhaité. À partir de là, c'est la métropole qui parle à la place des maires et au nom des maires pour ce qui est de ses compétences. On pourrait imposer, dans ce cadre-là, un certain nombre de choses. On préfère qu'elles soient acceptées et on se concerte jusqu'au moment où elles sont acceptées. Bien, ça, c'est le premier problème. Ensuite, deuxième problème, vous avez l'attractivité. Vous avez la stratégie, l'attractivité, ça veut dire quoi? Le rayonnement dans le monde, l'attractivité sur le plan économique pour faire venir des entreprises et des activités dans le périmètre de la métropole, c'est essentiel pour l'emploi et pour la vie de ces 7 millions de citoyens. Et puis vous avez le rayonnement. Comment porter l'image de la capitale de la France à travers l'ère métropolitaine, si ce n'est pas à travers la métropole qui incarne la zone dense continue, parce que les maires sont ensemble pour gérer la zone dense continue et la quotidienneté de ces 7,5 millions d'habitants. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'essaye d'être simple. Et à partir de là, vous allez me dire, mais dites, il y a la région, etc. Vous avez raison. Vous faites les questions et les réponses. Mais avec la région, nous, on n'a pas de problème. La région, nous sommes complémentaires. Alors, c'est sûr que la métropole est un peu grosse. C'est pas de ma faute si c'est celle de Paris, mais demandez au président de la région PACA ce qu'il pense de la métropole de Nice ou de la métropole de Marseille, il n'y a aucun problème. Ces deux métropoles vivent parfaitement dans la région en complémentarité parce que nous n'avons pas les mêmes compétences et nous sommes complémentaires en travaillant ensemble. Alors après, vous parlez des communes, mais les communes, c'est pas grave, c'est la métropole des communes, puisque la métropole des maires. Bien, alors qu'est-ce qu'il y a encore comme strate? Le département, monsieur le vice-président du conseil départemental. Moi, je ne suis pas contre les départements, puisqu'on n'a pas non plus les mêmes compétences. Donc il faut que les Français comprennent que cette histoire de millefeuille est un peu ridicule dès lors que l'on parle des strates qui n'ont pas la même compétence. Alors maintenant, si on aborde l'une ou l'autre qui a la même compétence, ça c'est un peu inquiétant. Et au sein de la métropole, il y a des territoires. Et ces territoires, effectivement, pour certaines de leurs compétences, ont des compétences identiques à celles de la métropole. Ça craint, comme on dit. Et je pense que si on doit organiser l'avenir de la métropole, je l'ai dit publiquement, ça ne me gêne pas, je sais que vous savez que ça fâche mes amis qui sont présidents des territoires, il serait plus cohérent que les départements restent en l'état, dans le cas de la complémentarité, la région, il n'y a pas de problème, mais qu'au sein de la métropole, on supprime une strate qui est celle des territoires. Qu'on la supprime sur le plan juridique, pour transformer les territoires, en laissant leur périmètre, tel qu'ils sont aujourd'hui, en unité déconcentrée de la métropole. C'est-à-dire que le président de la métropole nomme un directeur général des services du territoire, comme aujourd'hui ils sont nommés par le conseil territorial, et à partir de là, les mêmes compétences peuvent être exercées dans la proximité par le territoire, il n'y a pas de problème. La métropole donne le même financement, mais c'est la métropole qui les donne, dont les territoires ont besoin pour financer ces compétences de proximité, car il est normal qu'il y ait des unités administratives qui s'occupent de la proximité. Ce n'est pas la métropole qui peut faire tout pour 7 millions d'habitants. Et à partir de là, il peut y avoir un conseil d'élus qui serait une sorte de conseil de vigilance pour être bien sûr que le directeur général et les services de la métropole respectent la volonté de tous ces maires qui sont dans le territoire. Et là, ça marcherait bien. Pourquoi ça marcherait bien? Parce qu'il y aurait une unité fiscale au niveau de la métropole elle-même aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, chaque territoire a la capacité de fixer un taux de CFE, c'est-à-dire de contribution financière, économique, contribution, comment ça s'appelle CFE? Je ne me souviens plus. Foncière. Voilà. Non, mais je cherche ce que l'acronyme veut dire. Voilà, quantisation foncière économique. On sait plus. Donc, chaque territoire aujourd'hui peut avoir des taux divergents et faire du dumping l'un vis-à-vis de l'autre. Bonjour la cohérence et bonjour l'harmonisation au sein de la métropole. Je pense que ça serait une évolution que personnellement je souhaite, mais je ne sais pas si on est d'accord ensemble, mais que c'est une évolution positive. Donc moi je demande la mort de personne, je demande simplement une meilleure cohérence et une meilleure organisation. Christian Dupuis, vous allez venir nous rejoindre sous les applaudissements.
Le maire de Suresnes, conseiller métropolitain délégué à la politique du logement. On est d'abord merci de nous accueillir dans cette magnifique D'abord, merci salle de pour ces réunion, hein. applaudissements spontanés. Vous savez, la meilleure des improvisations, c'est celle qui est préparée à Organisé, l'avance. voilà. Il faut organiser l'improvisation. Vous partez, président. Oui, mais dès que j'arrive, il s'en va. Ouais. Mais c'est toujours comme ça tous les deux, vous savez, il faut s'y habituer. Non, mais c'est à Christian, je reviendrai tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on discutait avec le président Ollier finalement des différentes strates et puis des missions. Le logement dont on va parler ce soir, on est véritablement sur un sujet, alors là, où chacun décide un petit peu sur son territoire. Et puis il y a évidemment les communes qui ont Moi, un mot à dire, j'ai quelques la mots à dire sur ce métropole, sujet. l'État. En réalité, la compétence essentielle pour le logement, elle est communale. Mais ça n'est vrai que depuis les lois de décentralisation de 1982. Parce qu'auparavant, c'était l'État qui avait la main. C'était lui qui délivrait les permis de construire. C'était lui qui donc décidait où construire des logements sociaux, où construire des logements plus résidentiels. Et aujourd'hui, c'est le même État qui met à l'index les maires qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux sur leur territoire. Donc c'est un peu le coupable qui reporte sur ceux qui subissent les décisions qu'il avait prises la responsabilité de ses propres décisions. Donc je trouve ça un petit peu fort de café. J'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas concerné, puisque à Suresnes, nous avons, Dieu merci, un taux de logements sociaux largement supérieur. 35%. Voilà, 36. Largement supérieur. 50% si on rajoute les logements Et intermédiaires. si on rajoutait les logements intermédiaires, on serait au-dessus de 50%. Donc on est largement au-dessus des Et là, obligations le président de la Ollier- loi SRU. Et quoi? Mais je plaide pour mes collègues qui se voient infliger des pénalités pour une situation que l'État a lui-même créée. Voilà. Et si on était dans des territoires totalement à bâtir, on pourrait le comprendre. Mais enfin, dans l'agglomération parisienne, avant 1982, l'essentiel de nos communes était déjà construit. On commence là, on est déjà presque en train de débattre. L'idée, c'est quand même qu'on ait un petit mot d'accueil de votre part, parce qu'on est très heureux d'être dans cette magnifique salle. C'est de votre faute, Ici. vous me provoquez dès le départ. C'est vrai, Voilà. c'est ma faute. C'est toujours de la faute de l'État ou de la presse, on est habitué. Oh, vous savez, Pour- nous aussi on pourquoi- sert bien de bouc émissaire. Pourquoi avoir voulu organiser cette rencontre, ce débat public ici dans votre ville? Parce que mon ami Patrick me l'a demandé, je peux rien lui refuser. Et puis parce que vous êtes également aussi un spécialiste, le spécialiste du dossier à la métropole. Il y a beaucoup d'autres spécialistes. Il y a beaucoup d'autres spécialistes. Moi, il m'a confié cette mission parce que il se trouve que j'ai été élu il y a 36 ans dans une commune qui comprenait un pourcentage important de logements sociaux, que je me suis fortement impliqué dans ce domaine. Je suis aujourd'hui le plus ancien des conseillers fédéraux de la Fédération des offices de l'habitat, pas le plus vieux, hein, mais le plus ancien. Et donc voilà, j'ai acquis une certaine expérience qui fait que je connais un petit peu le sujet. Et ce qui me permet d'ailleurs de dire ce que je disais tout à l'heure, que je trouve un petit peu paradoxal que l'État pénalise ceux qui ont hérité de ses propres errements. Voilà. Donc, organiser cette réunion ici sur la thématique du logement au sein de la métropole, c'était un petit peu un prolongement de tout le travail qu'on a accompli depuis des mois pour l'élaboration du projet de PMHH qui ne sera adopté qu'après les élections municipales, parce qu'on sait très bien que plus on s'approche d'une échéance électorale, Moins il est urgent de faire quoi que ce soit. non, c'est pas ça. C'est que surtout, on aurait eu une impossibilité d'avoir un vote majoritaire au sein de la métropole. On travaille en bonne intelligence les uns avec les autres, quelles que soient nos tendances politiques, mais quand les échéances se rapprochent, évidemment, ça devient plus compliqué. Et voilà. Alors, on va Donc parler c'est logement. pragmatique. On va parler logement, monsieur Oui. le maire, dans un instant. On parlait la métropole. On parle du SCOT également. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'était le SCOT? Oui, non. En tout cas, regardez ce petit film. Oui, un mot quand même sur le SCOT. En réalité, nous faisons à l'échelle de la métropole ce que l'État a abandonné depuis trop longtemps, c'est-à-dire de l'aménagement du territoire. Voilà. Regardez ce que c'est que le SCOT avec ces quelques images. Et puis on se retrouve juste après pour notre débat.
Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour. Il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6 600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie,
et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seul 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais demander aux participants à notre table ronde de bien vouloir monter sur cette scène impressionnante et venir me rejoindre. Et pendant qu'ils viennent s'installer, j'ai le temps de vous les présenter. Alors, il y a ceux que vous connaissiez déjà, et puis il y a Stéphanie Janquel, qui est urbaniste au sein de l'atelier parisien d'urbanisme. Vous avez notamment dirigé l'étude portant sur le diagnostic du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement de la métropole, ce fameux PMHH du Grand Paris, document faisant l'état des lieux du logement dans la métropole et des principaux enjeux. Jean-René Poilou, juste à côté de moi, vous avez un profil tout à fait passionnant. Vous êtes ingénieur bâtiment travaux publics de formation. Vous avez réalisé toute votre carrière dans le logement social. Vous avez exercé à l'Union des HLM, puis dans les années 80 au cabinet du ministre du Logement, plus exactement des ministres du Logement, Quilles, Delbar, Fabius, c'est bien ça. Vous étiez au moment du lancement de la politique de la ville dans les quartiers, aujourd'hui directeur des services d'Action Logement Groupe, qui s'est donné pour mission de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi, et puis président de SNL Prologue, SNL pour Solidarité Nouvelle pour le Logement. Yannick Kemeras, bonjour à vous, président de Nexity Apollonia et Paris Val-de-Seine. Vous êtes évidemment en Nexity un promoteur immobilier poids lourd. Nexity Paris Val-de-Seine est une filiale de Nexity spécialisée dans le logement collectif neuf sur Paris et les communes limitrophes. Que vous créez des grands quartiers, vous faites aussi de la rénovation urbaine. On est heureux de vous avoir à cette table ronde. Et puis Yvon Itzkovitch, alors je ne sais pas si nécessaire de vous présenter après le numéro qu'a fait sur vous Patrick Ollier, mais enfin conseiller métropolitain, animateur du comité de pilotage du SCOT, maire adjoint de Rosny-sous-Bois. Un petit mot parce que sur justement le SCOT, comment est-ce qu'il se fabrique au quotidien? Vous êtes la cheville ouvrière, compliqué, hein, 131 communes, 131 maires, qui n'ont pas tous la même étiquette, 209 élus. On sait qu'entre Paris, la région, les départements, vous arrivez à vous parler vraiment? Alors, il se fabrique au quotidien sur une base
que le président Houllier vient de me souffler, et il a raison, c'est la gouvernance partagée. C'est-à-dire que si les 131 maires peuvent se parler, en tout cas les 131 communes peuvent se parler alors qu'elles ont des sensibilités politiques qui ne sont pas les mêmes, c'est parce que le président Houllier a décidé que, au lieu d'avoir une gouvernance majorité contre opposition, il y allait avoir une gouvernance de tous, avec une discussion permanente entre les groupes politiques pour arriver à des solutions et dégager des consensus, dégager des solutions qui ne sont pas parfois les solutions qui seraient acceptées par les uns ou par les autres, mais en tout cas qui sont celles qui permettent d'avancer. Et le SCOT en est une. Si on peut faire le SCOT, la preuve c'est qu'on est là aujourd'hui. Et si on peut faire le SCOT, si on a envoyé et si les élus métropolitains travaillent sur le SCOT, c'est parce qu'il y a un consensus. C'est parce qu'il y a certains sujets. Ça me permet de vous dire finalement ce qu'est le SCOT, parce qu'à la limite, les métropolitains ne savent pas vraiment ce que c'est le SCOT. Bon, même parfois, certains élus ne savent pas ce que c'est le SCOT. Mais en réalité, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les maires peuvent se mettre d'accord, quelle que soit leur sensibilité. Et au fond, on se rend compte qu'il y a, alors plus que 12, mais nous on a circonscrit 12, communs métropolitains, c'est-à-dire des sujets qui, par leur nature, dépassent les frontières administratives des communes. Je donne 3 exemples, ce sont toujours les mêmes, pardon, mais ils sont éloquents. Il y a l'exemple que vous avez cité en préalable de la réunion des inondations, des risques naturels. On voit bien que le risque d'inondation, le risque naturel, il ne se gère pas à l'échelle d'une commune, mais bien à l'échelle d'une métropole, voire plus parfois. Mais en tout cas, l'échelle d'une métropole est un bon moyen de le gérer. La deuxième chose, c'est beaucoup d'actualité en ce moment, c'est la qualité de l'air. On le voit. Bizarrement, la carte de la pollution la plus intense et des particules fines les plus intenses, c'est peu ou prou la carte de la métropole et de la zone dense. Tout à l'heure, vous parliez de la région et de la métropole. Pourquoi la zone dense? Parce que là où il y a des pollutions, c'est notamment la zone dense. Et elle ne connaît pas. S'arrête au niveau de la frontière de la métropole. Non, mais elle est plus intense. Comme le nuage de Tchernobyl. Elle est plus intense au-dessus de la métropole. Et c'est pas chaque maire dans la métropole qui est capable de gérer ça. C'est au contraire l'union des 131 maires. Et puis un dernier exemple, pardon, mais le logement est un sujet éminemment métropolitain. Parce qu'on se rend compte que même si le maire est la cheville ouvrière de ce qu'il fait, et Christian Dupuis l'a rappelé tout à l'heure, et il le fait depuis plus de 30 ans sur sa commune, donc il peut en parler sur sa ville, il y a un moment donné, on s'est dit que c'était peut-être intéressant que les maires se mettent autour d'une table pour gérer ces problématiques de logement ensemble. Des spécialistes, des professionnels, des aménageurs, des constructeurs, nous en parlerons tout à l'heure. Est-ce qu'ils préfèrent, comme disait le président Houllier, avoir un interlocuteur ou 131? Je ne sais pas ce qu'ils répondront, mais moi je pense que c'est plus facile d'en avoir un, en tout cas qui coordonne. Comme disait le président Houllier, on coordonne l'action des 131 maires, notamment sur le sujet du logement. Mais vous produisez de la norme, donc des règlements, des interdictions. Vous vous souvenez de ce conseil que donnait Georges Pompidou aux gouvernants? Arrêtez d'emmerder les Français. Non, nous on ne produit pas de la norme, on décide et on produit de la cohérence. Alors ça s'appelle schéma de cohérence. Ça me surprend. Allez, mais attendez, bien sûr. On produit une norme que nous imposons à nous-mêmes. La métropole n'est pas une collectivité territoriale, c'est une assemblée d'élus. Nous sommes tous maires et nous décidons ensemble de ce que nous souhaitons faire ensemble. Donc on ne s'impose rien. On ne nous impose rien d'en haut. Nous ne sommes pas une tutelle. Nous sommes des maires qui décident ensemble de ce qu'ils veulent faire ensemble. Et moi, je suis très attaché aux libertés communales et je vous garantis que si la métropole était conçue comme une tutelle, je serais le premier à m'y opposer. Et je suis tout à fait favorable à la manière dont fonctionne la métropole, c'est-à-dire non pas avec une majorité qui impose ses décisions à une minorité, parce que je suis attaché à la liberté des communes. Et donc s'il y a des communes qui ont des maires qui n'ont pas la même sensibilité que moi, c'est parce que les électeurs démocratiquement ont choisi cette gouvernance-là et les programmes dont ils étaient porteurs. Donc ce n'est pas à la métropole des maires d'aller contredire ce que le suffrage universel a décidé. Voilà pour cette introduction sur la métropole, le SCOT. Je pense que les choses sont bien en place. Bon, alors venons-en à notre problème du jour. Eh bien, vous allez parler dans le micro, Yannick Emeras. Voilà, je voulais ajouter quelque chose, rebondir sur quelque chose sur
sur la production de logements et est-ce qu'il est mieux de s'adresser à un individu qu'à 131 élus. En ce moment, on construit sur le territoire de la métropole des gares. Ces gares, elles ne vont pas appartenir à être utilisées par les seuls habitants qui habitent au pied de cette gare. Elles vont être sur telle ou telle commune, mais il va se créer des nouveaux flux. Et forcément, ces nouveaux flux vont aussi générer des mouvements dans l'habité. J'habite sur Rennes, demain j'habiterai peut-être ailleurs parce que j'ai une opportunité d'habiter ailleurs et quelqu'un d'autre viendra sur Rennes. Et donc c'est aussi sous cette forme-là qu'il est intéressant d'avoir une coordination globale, une vue globale, parce qu'il se passe quelque chose de très important en ce moment également sur le territoire. Bien. Stéphanie Janquel, on va commencer avec vous. Je vais vous poser une question qui va probablement faire bondir votre voisin de gauche de chez Nexity. Est-ce qu'il faut encore construire des logements dans la métropole? Je m'explique. Quelques jours, à la Alpajol, on faisait un débat comme celui-là sur la nature en ville. Et on mettait en avant le fait que l'espace naturel se raréfie de plus en plus dans la métropole, qu'il faut laisser davantage de place à la nature. Et donc, il faut peut-être arrêter de bétonner, de imperméabiliser les sols. Bref, est-ce qu'il faut encore construire ? Ça, c'est plutôt une question facile parce que je crois qu'on partage la réponse et c'est oui. Pour plein de raisons. Tant mieux parce qu'on avait quand même 1h30 de débat à faire derrière. Et voilà, je suis pas fâchée avec mon voisin en plus. Et les deux choses que vous avez citées ne sont pas contradictoires. On peut construire des logements sans sacrifier les espaces naturels et sans nécessairement imperméabiliser les sols. Il y a plusieurs manières de construire. Mais sur le pourquoi, il y a plein de raisons. Il y a d'abord le fait, c'est un des défis qui a été cité, que la métropole reste attractive et rayonnante et continue à gagner de nouveaux habitants chaque année. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plus de personnes qui quittaient la métropole que de personnes qui y arrivaient. Mais dans la métropole, on fait des bébés. Et du coup, on gagne 26 000 habitants chaque année. Et il faut bien les loger, ces nouveaux habitants. Donc il faut des logements pour accueillir de nouveaux ménages et continuer de croître. Il faut aussi des logements pour permettre aux gens de vivre leur vie, pour permettre aux jeunes de quitter le domicile de leurs parents et donc d'avoir des possibilités de logement et de début de parcours résidentiel. Il faut permettre aux gens de divorcer éventuellement et d'occuper 2 logements quand auparavant ils en occupaient un seul. Et puis, il faut permettre aux gens de réaliser des travaux dans leur logement. Et entretenir un parc de 3,5 millions de logements, eh bien, ça nécessite que de temps en temps, ces logements ils soient vides, que des travaux ils soient faits. Et pour que ces travaux puissent se faire, il faut qu'il y ait une offre de logements suffisante pour permettre cette réalisation de travaux. Jean-René Poilot, comment est-ce qu'on fait pour continuer donc à construire des logements sans dégrader le cadre de vie, en respectant la nature et en faisant ensemble qu'on réalise des logements où les gens sont heureux de vivre? Alors, écoutez, le constat que nous faisons au quotidien chez Action Logement, c'est celui des demandeurs. Ouais. Bon, je pense que les maires qui sont ici le savent encore bien mieux que moi. Et pour vous donner un chiffre, il y a 200 000 salariés qui exercent une activité en Ile-de-France, qui sont en attente d'un logement. Nous en logeons sur ces 200 000 environ 40 000 par an. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, il faut 5 ans pour avoir un logement. Et vous parlez d'un logement social ? Et d'un logement social. Ouais. Sachant que 70% de la population de la métropole est éligible au logement social. Donc, on a une situation de demande extrêmement forte qui, pour autant, ne permet bien évidemment pas de faire n'importe quoi et doit nous conduire à faire des choix éclairés. Pour notre part, nous inscrivons bien évidemment dans les politiques locales, comme elles ont été définies et comme le SCOT va certainement considérablement les améliorer. Moi, je ne peux que me réjouir du travail qui est conduit. Nous avons le sentiment qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans l'offre de logements, qu'il faut plus de logements abordables. Je pense qu'on y reviendra après. Je veux dire aussi que nous sommes, Action Logement, le principal financeur de l'Agence nationale de rénovation urbaine, de l'ANRU.
Nous la finançons jusqu'alors à 90%. Et nous voyons ce qui est fait dans les quartiers. Hein. Le travail qui a été entrepris est un travail qui montre que justement on peut conjuguer une activité de développement immobilier, une activité de construction avec un respect de l'environnement. Une autre illustration, nous avons annoncé il y a quelques jours qu'Action Logement engageait un plan d'investissement volontaire de 9 milliards pour soutenir l'immobilier. Alors, Action Logement Immobilier, c'est la gouvernance, c'est les partenaires sociaux, hein, donc les syndicats et le patronat. C'était ce qu'on appelait le 1%. Là. Voilà, ce qu'on appelait le 1% logement auparavant. pendant longtemps. Puis Et c'est trop simple. Et vous voyez, on est comme la métropole du Grand Paris. Et nous aussi, on fonctionne avec le consensus. Hein. Et donc, il y a eu une décision donc, de lancer ce plan. Et dans ce plan, à 9 milliards, un des sujets franciliens particuliers, c'est celui de créer une société foncière qui va acheter des locaux d'activité pour les transformer en logement. Vous voyez, donc on est bien dans la transformation, dans le respect de ce qui existe. Et je pense aussi, il y a de la part de nos demandeurs de logement, mais qu'ils soient acheteurs de logement ou candidats locataires, il y a bien évidemment une prise de conscience environnementale extrêmement aiguë. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout à la veille de faire ce que nos aînés avaient pu faire dans un moment où on leur demandait de faire ce qui a été fait. Et de construire beaucoup. Yannick Caméras, même question, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour construire et puis donc construire dans une métropole où, on le sait très bien, le foncier est quelque chose d'extrêmement rare? Il est très rare, il a toujours été très rare. Enfin, depuis 30 ans, le foncier se raréfie. Aujourd'hui, le prix du logement, notamment en première couronne d'Île-de-France, la part du foncier dans ce prix, elle est considérable. Elle représente entre 30, parfois plus de 50% dans la zone centrale. C'est pas la marge du promoteur, comme souvent on l'entend aussi, mais pas que, et loin s'en faut. Il nous semble que quand on fabrique un projet, notamment quand je reviens sur ce que je disais sur la multiplication des transports, une réponse c'est la densité. Ça fait parfois peur. Hein. On sait qu'on doit libérer de l'espace au sol, c'est là que se passe la vie publique. Et aujourd'hui, un défi, je pense, dans la croissance de la population de l'Île-de-France, et majoritairement sur le territoire de la métropole, est de pousser la densité. Donc ça veut dire construire des tours, ou en tout cas des immeubles plus grands. Non, dit Patrick Ollier. Pourquoi non, Patrick Ollier? Non, c'est lui qui a dit non. Alors, allez-y, Christian Dupuis, pourquoi non? On peut aménager l'espace, en fait. Parlez Écoutez, dans un micro aussi. Quand j'ai été élu, il y avait 35 000 habitants à Suresnes. Il y en a aujourd'hui près de 50 000. Et dans le même temps, j'ai multiplié par 2 les surfaces d'espace vert. Ça prouve bien qu'on peut densifier. Vous les mettez dans les caves et en limitant les hauteurs. Mon prédécesseur construisait des immeubles de 13 ou 14 étages. Et depuis que je suis maire, les immeubles les plus hauts culminent à 8 étages. Voilà. Donc, on arrive à densifier. Et comment? Alors, attendez, est-ce que... D'abord, il y avait... faut que je vous donne quand même mon truc. J'avais des dizaines d'hectares de friches industrielles. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Ah. Donc ça a permis quand même de construire pas mal. Ça aide un peu. Voilà, ça aide donc un peu. On ferme les usines et on ouvre des logements. On ferme pas, elles étaient fermées depuis 20 ans. Elles étaient déjà fermées, bon. mais indépendamment de ça, quand vous avez des bâtiments vieillissants, incommodes, etc., et que vous arrivez, grâce aux professionnels comme celui qui me fait face, à regrouper 2-3 parcelles, vous arrivez à construire des immeubles de taille raisonnable, avec 30 ou 40 logements, là où il y en avait simplement une quinzaine auparavant, et sans avoir besoin de construire des tours pour autant. Donc ça, c'est possible. Et d'ailleurs, les tours, bien souvent, quand on a construit des tours et des bars, on arrivait à une densité moindre que quand on construisait de manière plus raisonnable. L'urbanisme haussmannien
est beaucoup plus dense que celui des 4000 de la Courneuve. Donc c'est possible aujourd'hui de densifier sans attaquer la qualité de vie, quoi. Non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Parce que nos communes ne sont pas simplement destinées à servir comment dire, d'hébergement ou de lieu d'habitation désincarné. Nos communes ont une histoire. Cette histoire a forgé leur identité et il faut la respecter. Et donc, il faut développer nos communes tout en respectant l'identité que l'histoire leur a construit. Et donc, c'est aussi, ça fait partie de l'œuvre de l'urbaniste, de l'œuvre qui doit être conduite en partenariat entre les élus territoriaux et puis les prestataires qui réalisent les logements sur le territoire d'une commune. Je vais vous citer un exemple. Un promoteur m'avait proposé un quartier haussmannien à Suresnes. Je lui ai dit non. Moi, j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup les quartiers haussmanniens parisiens. Mais ça n'a pas de sens à Suresnes. Ça ne correspond pas à l'identité de la commune, ça ne correspond pas à son histoire. Et donc, au lieu de faire un quartier haussmannien, on a fait un quartier qui correspond à une architecture actuelle, mais avec des petits clins d'œil, des petites réminiscences de l'architecture art déco des années 30. Parce que ça, à Suresnes, ça a du sens, ça correspond à l'histoire de la commune. Yves Leskovitch, vous vouliez dire un mot, donnez le micro. Non, je vais compléter ce que Christian vient de dire, parce que nous sommes voisins, nous sommes amis, on travaille ensemble. Et près de la gare du Mont-Valérien, Rueil-sur-Aisne-Mont-Valérien, qui va être construite pour le métro, il se trouve qu'il y a la ZAC de l'Arsenal que j'ai créée à Rueil. ZAC sur les anciens terrains Renault. On a attendu que l'usine ferme avant de la démolir. Et là, nous construisons sur une vingtaine d'hectares, 17 exactement, 2200 logements. Et la directrice d'urbanisme de Rueil est en face de moi, et c'est elle qui y travaille avec mon adjoint. Et ces 2200 logements, en moyenne, font 7 à 8 étages. En moyenne, parce qu'il y a 4 étages, 2 étages, 8 étages. Et on a autorisé sur les 15 hectares seulement 2 ou 3 émergences à 10, 12 étages, au choix de l'aménageur. Et M. Camras, qui est là, en plein centre-ville de Rueil, réalise en ce moment un magnifique ensemble d'immeubles. On peut faire de la pub. Il a eu la gentillesse de donner à la ville de Rueil près de 3 hectares, merci beaucoup, gratuitement, et de payer en plus 2 millions d'euros pour qu'on puisse aménager ces 3 hectares. C'est pour vous dire que le rapport entre un maire et un aménageur se fait sur là, c'est des bons rapports, là, oui, effectivement. Non, mais ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. C'est un rapport gagnant-gagnant. Et si le maire veut gagner, il faut qu'il puisse aménager sa commune dans de bonnes conditions. Moi, je suis heureux d'avoir le lac de Richelieu, du cardinal de Richelieu, qui va être donné au public avec un parc de 2 hectares et demi que M. Camras a donné à la ville. Et à côté de ça, il construit comment ils font vos 8 étages? À côté de ça, oui, il y a des bâtiments qui au maximum je ne suis même pas certain qu'on atteigne 8 étages. Là, je me tourne. 6, vous voyez. 6 étages. 6 Dans étages. le centre-ville. Vous voyez? Et on densifie à Rueil, parce que c'est la densification. Sur la ZAC de l'Arsenal, ça fait 5000 habitants de plus dans les 15 ans qui viennent. Et on ne construit pas de tours, on n'a pas besoin de construire des tours. Donc c'est un équilibre et le maire est responsable de cet équilibre. Et il a des personnes avec qui il engage le dialogue. S'ils ne veulent pas travailler à Rueil ou à Suresnes, ils vont travailler ailleurs. Mais s'ils viennent travailler à Rueil ou à Suresnes, ils travaillent en fonction de ce qu'on souhaite faire et dont on discute ensemble. Yves Leskovitch. Oui, vous disiez tout à l'heure, on a un souci, et c'est très important ce que vous avez dit sur la transformation de locaux. Certes, le foncier est rare, mais on se rend compte aujourd'hui dans la métropole qu'il y a une partie du foncier qui est mal, voire pas utilisée. Je prends l'exemple des tours de bureaux ou des quartiers de bureaux sinistrés. Je prends l'exemple des zones d'activité sinistrées. Et dans le document qu'on propose, dans les grandes orientations qu'on a pour ce document métropolitain, c'est de dire les tissus, ils ne doivent pas être monofonctions. On doit pouvoir, là où il n'y a pas assez de logements, en mettre, et là où il y en a trop, peut-être mettre d'autres choses. Parce que ce qui est très important quand on vient habiter un logement, c'est pas... Et on était à Clichy-Montfermeil samedi. Qu'est-ce que nous disaient les 2 maires de Clichy-Montfermeil? C'est qu'il y a un souci parce que les gens n'avaient pas accès à un certain nombre de choses dont d'autres ont accès. Le maire de Clichy nous donnait l'exemple, il me disait, à Clichy, ça fait 4 ans que j'ai une piscine. Ça paraît
Voilà. Et c'est l'exemple de dire. Et il n'y a quand pas on de fait- cinéma. Ils et sont le obligés cinéma, d'aller au ils cinéma sont- chez vous, à voilà. Rosny-sous-Bois. Ça, je voulais pas trop le dire. Ouais. Et Moi, je le le dis. fait est que dans ce SCOT, on a prévu le fait de dire on peut plus avoir des zones qui sont monofonctionnelles. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est la conséquence de tout ça, c'est que dans ce SCOT, on a un deuxième élément qui me paraît moi un élément très fort parce qu'il est assez neuf et dans les autres documents d'urbanisme qu'on a vus par le passé, il n'y a pas cette notion-là parce qu'elle n'était pas encore présente, c'est de dire on va encourager les gens qui construisent à dire il faut penser à la mutation de ce qu'on va construire. Je donne un exemple, on construit une tour de bureau, un immeuble de logement, un immeuble de bureau, un immeuble même d'activité commerciale, peut-être un parking silo, je donne d'autres exemples. Peut-être qu'il faut penser demain à la façon dont cet immeuble, cet ensemble immobilier, cet objet va vivre. Comment on va pouvoir le convertir? Vous entendez tout à l'heure le coût d'activité. Et aujourd'hui, et j'en parlais, beaucoup d'aménageurs créent, des gros aménageurs créent des filiales qui sont spécialisées dans la restructuration de bâtiments, puisqu'ils ont compris que le foncier, il va devenir de plus en plus rare dans les prochaines années dans l'aire dense qu'est la métropole, et que donc l'avenir de la densité, l'avenir de la façon dont construire, dont créer le logement, c'est peut-être aussi la transformation de ce qui existe déjà. Et ça, dans le SCOT, on le prévoit déjà. J'espère que ça répond aux attentes des aménageurs et des acteurs du logement. Bien, donc pour nous résumer, si vous avez manqué le début de ce débat, il est possible donc de construire aujourd'hui dans la métropole, tout en finalement en respectant la nature en ville, tout en respectant le cadre de vie. Deuxième question, Stéphanie Janquiel, qu'est-ce qu'on construit? Du HLM ou du logement à loyer libre, privé? Encore une fois, pour ne pas me faire d'ennemis, un peu de tout. Vous voulez vous vacher avec personne. Exactement. Voilà. Mais pour répondre aux besoins des ménages, il nous faut de tout. Des grands et des petits logements, des logements à louer et des logements à acheter, et du logement abordable en quantité. Monsieur Poyot tout à l'heure disait que la file d'attente des demandeurs est importante. Et c'est vrai qu'il y a 490 000 ménages qui sont inscrits comme demandeurs de logement dans la métropole. Mais je rajoutais qu'il y a 70% des foyers de la métropole qui sont éligibles au logement social. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Quand tout le monde est éligible au logement social, est-ce qu'il y a encore du logement social? Oui, ça veut dire quelque chose. À l'origine, le logement social, il était fait pour les plus modestes et pour les classes moyennes, ce qui explique que 70% des métropolitains peuvent prétendre, en théorie, accéder au logement social. Mais en fait, ils n'y accéderont pas. La file d'attente est longue et ceux qui sont inscrits sont ceux qui en ont réellement besoin, qui ont besoin d'un coup de pouce pour avoir un logement qui correspond à la taille de leur ménage. Et ces 490 000 demandeurs, ils attendent souvent assez longtemps avant de pouvoir accéder au logement social. Chaque année, dans la métropole, il y a environ 50 000 attributions de logements sociaux qui sont effectuées. Donc ça veut dire qu'il y a 10 demandes pour une attribution aujourd'hui dans la métropole. Donc oui, il faut construire du logement abordable et éviter de reproduire les erreurs du passé, donc ne pas les concentrer tous dans les mêmes quartiers qui souffrent de certaines carences, comme des carences en transport dont parlait M. Iskovic tout à l'heure, ou des carences en équipement ou en animation commerciale. Donc il faut construire un peu partout et privilégier des réponses mixtes qui permettent d'accueillir tous les profils de ménages, jeunes, vieux, grands, petits, et de mélanger les populations le plus possible. Yannick Kemeras, vous avez entendu ce que dit Stéphanie Janquel, il faut construire des logements abordables. Vous, vos logements, ils ne sont pas abordables. Non, ils sont pour les 30% les plus... Détrompez-vous, si je peux me permettre. Détrompez-vous, parce que nous, on construit des logements pour tout le monde. Et je vais vous dire, moins nos logements sont chers, plus on a de clients. Alors, dans nos clients, il y a également les bailleurs sociaux. Et je crois l'époque où on opposait, où on différenciait logement social de logement libre, elle est révolue. On construit autour de ce magnifique terrain de Rueil-Malmaison, devant ce parc de Richelieu, des logements pour les seniors, des logements locatifs sociaux, des logements en accession à la propriété qui sont pour certains à des prix assez élevés. Moi, je n'ai pas entendu dire que la présence de logement social ou de mixité était un obstacle pour celles et ceux qui venaient acheter un logement très cher. À mon sens, je pense qu'il faut construire plus. Pourquoi? Parce que
Quand on attend un logement social longtemps, enfin, j'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai entendu 5 ans, ce qui me paraît peu. Prenez un micro si vous voulez parler, parce que comme 5 ça, ans, les 5 ans pour internautes vous Voilà. entendront. Et 5 quand- ans pour les demandeurs salariés et 10 ans pour les demandeurs en général. Et donc, quand on crée une situation de pénurie, et quand on a enfin la chance, si c'en est une, d'accéder au logement social, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on ne veut plus le quitter. Et après, la vie étant ce qu'elle est, les ménages évoluent, des enfants arrivent, des enfants grandissent et s'en vont. Et du coup, on a une mobilité sur le parc qui peut créer une difficulté de l'offre. Donc c'est peut-être aussi là que doit se rechercher une complémentarité de la production des logements. Nous, on en fait à peu près, ça représente plus de 30% de notre production. Voilà, donc moi je pense qu'il faut faciliter le parcours résidentiel. Et la facilitation, elle va passer par plusieurs étapes. On a parlé de logement intermédiaire, on parle de logements sociaux, on parle de logements à prix abordable. Je redis, parce que ça me paraît très important de le souligner, que le prix du logement, il est constitué d'une part importante. On est sur un territoire central métropolitain, donc le prix du foncier est très élevé. Il représente, encore une fois, un minimum 30% de 30 à 40% du prix de vente du terrain. La fiscalité, le logement est un produit qui supporte une fiscalité à 20%. Donc tout ça sont des paramètres. Le logement, ça produit également de l'emploi. Un emploi c'est 2 emplois pour un logement, on a coutume de dire. Et en produisant plus, on créera du flux là où aujourd'hui on gère du stock. Et ça me paraît capital, et je reviens sur les questions de la densité. Je pense qu'on peut aussi se poser la question de la complexité des règles, qui, plus que des surcoûts, sont des ralentisseurs de projets. Il y a plein de questions qui tournent autour de ce sujet-là. Alors, est-ce que je peux dire un mot sur les injonctions contradictoires aussi auxquelles on est confronté en Bien permanence? On parlait tout à l'heure, dans le petit film qu'on a vu, de 38 000 logements par an. C'est par an, non? Oui, c'est ça. Oui. Or, dans le même temps, où l'État nous demande de construire 38 000 logements, il maintient l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, pour inciter les investisseurs immobiliers, les investisseurs locatifs à investir dans l'immobilier, je pense qu'il y aurait peut-être un meilleur moyen que ça. Deuxièmement, pour les bailleurs sociaux, je préside un office de 45 000 logements, qui est le Hauts-de-Seine Habitat. Pour les logements sociaux, pour les bailleurs sociaux, on nous impose une baisse de loyer pour compenser la baisse des APL. Et puis pas 5 €, comme on avait dit, parce que ça c'était vrai l'année où ils ont décidé le truc. En réalité, c'est entre 50 et 200 € selon la taille des ménages, que les offices doivent donc compenser par une baisse de loyer, tout en expliquant que c'est en raison du fait que les APL seraient facteurs de renchérissement des loyers, ce qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, ce qui peut s'entendre d'ailleurs, ce qui pourrait éventuellement être vrai pour les bailleurs privés, mais qui ne l'est d'ailleurs pas toujours, et qui ne l'est en tout cas certainement pas pour les bailleurs sociaux, puisque c'est l'État lui-même qui encadre les loyers des bailleurs sociaux. Donc là, il s'agit soit d'une erreur, soit d'un mensonge. Bon. Et donc, on ne peut pas justifier cette baisse de ressources des bailleurs sociaux par le fait que leur loyer s'envolerait. Par définition, c'est pas possible, c'est l'État lui-même qui l'empêche. Et dans le même temps, on augmente la TVA, qui était à 5,5 et qui est passée à 10% pour les constructions de logements sociaux. Et pour couronner le tout, on augmente les cotisations à la CG2LS. Ce qui veut dire que les bailleurs sociaux, et en tout cas celui que je préside, se retrouvent avec une baisse de capacité d'investissement de 60%. D'où problème. D'où, évidemment, problème. Moi, je veux bien tout, mais enfin, quand on nous fixe les objectifs et qu'on nous prive de l'essentiel des moyens de les atteindre, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Jean-René Poilot, on pourrait entendre, à croire cette tribune, que le logement social, c'est donc ce qu'il faut. Il faut du logement modéré, que tout le monde puisse habiter. Mais sauf qu'il y a quand même un truc qui cloche. C'est que le logement social, on a vu ce que ça a donné dans toutes ces villes champignons qui ont poussé un peu partout autour de la capitale.
ça a donné des foyers de malheur, finalement, et habités par des personnes extrêmement malheureuses qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir quitter ces endroits. Alors, le logement social, oui, effectivement. On a vite tendance dans l'opinion à assimiler naturellement le logement social à des bars, à des tours, à des quartiers en difficulté. Bon, il y a eu un travail entrepris, maintenant depuis Jean-Louis Borloo, depuis 2007. Il y a quelques années, quand quel boulot pour défaire ce qui avait été fait, quand même. Quel boulot pour défaire ce qui a été fait. Et il faut reconnaître que ce qui a été fait a plutôt réussi. Je pense qu'il faut quand même. Parlez bien dans le micro. Parlons, reconnaissons à César ce qui a été fait. Deuxièmement, je crois que dans ces quartiers politiques de la ville, donc, et il y en a bien évidemment beaucoup sur le territoire, il y a un impératif de mixité qui, pour l'instant, a un succès très mitigé. Aujourd'hui, on voit un petit peu de mixité. Au sein de notre groupe Action Logement, nous avons créé il y a une quinzaine d'années une structure qui s'appelle l'Association Foncière Logement, dont le rôle a été de construire des logements privés, locatifs privés, dans les quartiers politiques de la ville, dans le but d'amener dans ces quartiers, avec des niveaux de loyer bien évidemment attractifs, d'amener des populations classe moyenne. Le sujet a plutôt réussi. Aujourd'hui, les 5000 logements se portent pas mal, mais bien évidemment, ça n'est que 5000 logements à l'échelle d'un besoin de mixité dans ces quartiers qui est beaucoup plus important. L'autre chose que je voudrais dire, c'est l'engagement que nous avons pris, et c'est Benoît Apparu qui le porte depuis 2 ans maintenant dans le groupe, c'est d'accroître de manière considérable l'offre de logements intermédiaires. Donc il y a 2 opérateurs qui le font aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations avec CDC Habitat, et donc pour 30 ou 40 000 logements, je ne sais plus, et donc Action Logement qui a un plan de production de 80 000 logements en 10 ans. Bien évidemment, ces logements, ils ont une double importance. C'est d'une part de susciter une offre, d'être une offre nouvelle. Et deuxièmement, ils sont le moyen de décongestionner le parc social. Parce qu'aujourd'hui, comme cela a été dit, le taux de rotation dans le parc social sur Paris Métropole, il doit être à 6% ou 7%, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en moyenne, quelqu'un qui rentre dans un logement HLM, il va rester 15 ans. Ce n'était pas la vocation de départ des logements HLM, bien évidemment. Donc le fait de proposer des logements intermédiaires, c'est le moyen de recréer un peu de parcours résidentiel. Et ça ne passera que par un accroissement de l'offre. Et c'est vrai à tous les niveaux. En me présentant, vous avez dit que j'étais président de Solidarité Nouvelle pour le logement, SNL, donc c'est une toute petite structure qui a 1200 logements en Île-de-France. Qu'est-ce que nous faisons chez SNL Nous logeons, nous produisons des logements avec le concours de nos donateurs, qui sont soit des donateurs privés, soit des donateurs publics, avec le concours de la finance dite solidaire. Nous construisons donc des logements d'insertion. C'est quoi des logements d'insertion? Ce sont des logements dans lesquels nous accueillons des gens qui étaient, ce qu'on appelle pudiquement en rupture d'hébergement, donc à la rue, oui. À la rue, et nous leur proposons pendant 3 ans un logement. Donc ils sont sous-locataires et ils sont accompagnés pendant ces 3 ans. Et le constat que nous faisons, c'est que 95% des locataires que nous accueillons ainsi, au bout de 3 ans, ils sont capables de repartir dans le cycle normal du logement. Parce que le logement, c'est le premier pas dans la réinsertion. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est vrai à la fois dans le logement social, c'est vrai à la fois dans le logement d'insertion, c'est vrai aussi dans l'accession à la propriété. Il faut que nous nous dotions, que nous recréions des outils qui facilitent
le parcours résidentiel, la fluidité. Alors, on va revenir au parcours résidentiel. On a bien compris qu'il faut construire de logements, qu'il faut construire tout type de logement, du logement social, du logement à loyer libre, du logement intermédiaire. Le problème, et c'est à vous, Patrick Ollier, que je m'adressais, parce que vous allez changer de casquette. Vous êtes d'un côté, évidemment, président de la métropole. Alors, vous allez nous dire où est-ce que vous allez construire 38 000 logements par an dans la métropole. Et puis vous allez prendre aussi votre casquette de maire. Parce que moi, on m'a toujours expliqué que un maire bâtisseur, c'était un maire battu. Et que les maires, souvent, sont debout sur les freins pour qu'on construise des logements sur leur commune. J'ai du souci à me faire, là. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas totalement inquiet. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Mon ami Christian Dupuis, qui construit plus que moi depuis 36 ans, a toujours été réélu, donc je n'ai pas de souci. Je pense que c'est à lui de répondre sur les 38 000 logements, car il a mis en place une pratique pour la constitution de cette offre dans le cadre du PMHH que je souhaite qu'il vous explique. C'est la volonté des maires. Moi, je ne m'oppose pas du tout. Le maire ne s'oppose pas au président de la métropole. Le président de la métropole, il constate un besoin. D'où vient ce besoin? C'est la loi, d'une part, qui nous impose 70 000 logements par an dans la région Île-de-France. Et ces 70 000 logements par an dans la région Île-de-France représentent 39 000 logements par an dans l'aire métropolitaine. Ça, c'est la loi. On est obligé de les construire. Le problème, c'est que le gouvernement de gauche, de droite, du centre, je ne sais, ne s'est jamais posé la question de savoir comment il fallait faire de l'aménagement du territoire au niveau de la grande région parisienne et au niveau du centre de la France, mais de toute la France en entier. Depuis le général de Gaulle qui avait lancé cette politique, elle a été cassée par la droite et la gauche depuis, il faut reconnaître ce qui est. On a cassé la DATAR, on a cassé le plan, on a cassé la boussole. On ne doit pas s'étonner qu'il n'y ait plus de boussole. Et comme il n'y a plus de boussole, on subit la demande. Et il y a un flux de migration interne de populations qui cherchent un emploi et un logement et qui viennent dans la région parisienne parce que c'est attractif. C'est comme l'aimant qui attire la limagne de fer. Et la région parisienne, la métropole du Grand Paris, est l'aimant qui attire parce que c'est l'Eldorado. Les gens se disent, en allant là-bas, on va trouver un logement et un emploi. Et du boulot. Manque de peau, il y a de moins en moins d'emplois. Et manque de peau, il n'y a pas de logement. Et nous, la loi nous dit, puisqu'il y a tous ces gens qui viennent, plus la dissolution des ménages, la décohabitation, les problèmes des enfants qui veulent aussi avoir des logements, forcément, ça implique une demande complémentaire à tout ce que je viens de dire. Et tout ça, ça représente un flux qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc la construction se fait à travers les maires. Et je souhaite que Christian vous dise comment il a préparé le PMHH, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui a fait le travail. Je souhaite qu'il en parle pour répondre justement à cette demande. Christian Dupuis. Oui, la démarche qui a été la nôtre est parfaitement conforme à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes une métropole des maires et on n'est pas une tutelle. Et par conséquent, pour établir le PMHH, nous avons sollicité l'ensemble des maires de la métropole pour qu'eux-mêmes nous transmettent leurs objectifs de construction pour les 5 années à venir. Et c'est ces souhaits émis par les maires eux-mêmes qui ont été retranscrits dans le PMHH. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a un petit différend avec l'État qui nous dit vous n'êtes pas dans les clous de ce qui est prévu par le SRHH, c'est-à-dire le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, qui sur le périmètre métropolitain a fixé un nombre de logements que nous n'atteignions pas tout à fait. On s'en rapproche beaucoup. Hein. Vous êtes à combien? On est à 3 000 près. On est à 3 000. 35 000 au lieu de 38? 3 000 près. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. 35 000 au lieu de 38 000 ou 36 000 au lieu de 39 000, je ne sais plus. Mais enfin voilà, on est à 3 000 logements près, quasiment au niveau. Et nous sommes, encore une fois, une assemblée de maires. On n'est pas là pour jouer les pères fouettards et pour dire aux maires ce qu'ils doivent faire chez eux. C'est à eux de nous faire remonter leurs souhaits. En revanche, c'est à nous aussi d'essayer de les convaincre d'avoir des objectifs les plus ambitieux possibles, tout en restant réalistes. Et là, j'ai eu un rôle avec mes collègues de persuasion pour leur faire prendre conscience de la nécessité qu'il y avait pour ce qui concerne l'hébergement. Parce qu'on a parlé de logement d'insertion, mais il y a l'hébergement. L'hébergement, on a une loi actuellement en France qui impose une place d'hébergement pour 1000 habitants.
Et dans la métropole, dans l'espace métropolitain, actuellement, on en est à 12,5. Et pour autant, on est bien loin du compte. Quand on voit que chaque hiver, il y a des SDF qui continuent à dormir dehors, à grelotter, voire à mourir de froid. Donc on est loin du compte avec 12,5. Et donc ce que nous avons réussi à faire accepter à l'ensemble de nos collègues, c'est que tous s'engagent à atteindre au moins, dans chaque commune, ces 12,5 places pour 1000 habitants. Ce qui veut dire que si tous ceux qui en ont plus, évidemment, ça sera en plus, mais ça veut dire qu'on va considérablement augmenter les places d'hébergement. Je rappelle que c'est d'autant plus méritoire que nous ayons les uns et les autres accepté de nous infliger cette contrainte, alors que l'hébergement, pour l'instant, reste une compétence de l'État. Et que ce que nous essayons de faire, c'est de rattraper le retard de l'État. Mais on va le faire. Et dans ma commune, j'ai inauguré il y a 3 semaines, peut-être un peu plus, 1 mois, une pension de famille qui a cette vocation-là d'accueillir des gens qui ont eu des parcours de vie compliqués, qui à un moment donné, parce que le chômage, parce que le divorce, parce que la rue, ont été un peu cabossés par la vie. Et donc ces pensions de famille, c'est une structure dans laquelle il y a des professionnels. Ça peut être un couple d'hôtes, ça peut être un hôte et puis un autre accompagnateur, pour faire en sorte qu'ils se retrouvent dans un contexte quasi familial, chaleureux, où on les accompagne, où on les conseille et où on leur permet de se reconstruire sur le plan de la santé, sur le plan bien sûr déjà d'avoir un toit au-dessus de la tête, et puis également de leur donner des conseils, soit pour avoir une reconversion professionnelle et de pouvoir se remettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est vraiment notre devoir. Ça fait partie de la noblesse et de la richesse de la fonction qui est celle dévolue à des élus territoriaux. Patrick Ollier, je vois que vous avez pris le micro. Non, juste, oui, j'ai pris le micro pour compléter. Parce que c'est Christian Dupuis qui mène le groupe sur le PMHH, mais il a un coadjuteur avec lui. C'est pour les milliers de personnes qui nous écoutent à la télévision que je dis ça, dans le cadre de la gouvernance partagée. Car nous avons tenu la métropole qui est toujours les binômes. Et le binôme de Christian, qui est le chef de file, c'est Olivier Klein, le maire socialiste de Clichy-sous-Bois. Tu peux ajouter le président de la commission Habitat et Hébergement, qui est Patrick Jarry, le maire de Nanterre. Mais monsieur le maire, je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, il y a Denis Quinzely, qui est lui adjoint à Aulnay-sous-Bois, qui est de droite. Et le quatrième de ce groupe de pilotage, c'est Michel Leprêtre, qui est le président du territoire, je ne me souviens jamais, le T12, mais c'est le nom du Grand Orly Seine-Bièvre. Seine-Bièvre. Ça m'est revenu comme ça tout d'un coup. Qui m'échappe. Merci beaucoup Stéphanie Janquiel. Et qui lui est front de gauche. Et cette équipe dirigée par Christian Dupuis a réussi à nous présenter un PMHH qui est la collation des volontés des maires à hauteur de presque 38 000 à 3 000 près. Première chose que je voulais faire remarquer, parce que c'est important, s'il n'y avait pas cette équipe, s'il n'y avait pas la gouvernance partagée, car la droite et le centre, nous sommes majoritaires. Je n'ai pas voulu qu'on exerce la majorité, j'ai voulu qu'on travaille ensemble, et si ça n'a pas été fait, Christian n'aurait jamais pu faire le PMHH, tu n'aurais pas pu y arriver. Comme Yvan n'arriverait pas à faire le SCOT, parce qu'il y aurait des blocages politiques partout. Deuxième question, M. Kemras. C'est près de 50% de vos logements qui sont vendus à des Rueillois? Sur le projet en particulier, oui. De vos magnifiques oui, logements. Oui. On a très beaux logements. Très extraordinaire. Alors, je pose la question parce que c'est une réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Dans le projet que Nexity fait, sur l'autorité de M. Kemras, sincèrement, c'est magnifique. 50% des logements sur plan, sont vendus. Il y a 200 et quelques logements, combien? Peut-être 240? Il y avait un peu plus de 200 logements en accession sur un ensemble qui en comporte. Ils sont vendus à des habitants de Rueil. Donc, ce n'est pas la population extérieure qu'on fait venir dans la ville. On construit parce qu'il y a un besoin sur la ville de reconstruire sur la ville. Parce qu'il y a les jeunes qui veulent habiter là, parce que les parents n'ont pas la place pour les héberger. Les jeunes, ils ont leur métier, ils ont de l'argent, ils peuvent payer, ils payent. Il y a les divorces, il y a etc. 50%. Moi, je suis étonné. Je pense qu'à Suresnes, c'est à peu près du même ordre. Et c'est extraordinaire pour les maires parce que ça nous renforce dans le courage qu'il faut qu'on ait
d'affronter les critiques sur du béton, des grues, etc. Parce qu'une ville qui ne se reconstruit pas sur elle-même est une ville qui est destinée à mourir. Alors, il y a des questions. Et il y a des afflux de nouvelles populations aussi qu'on accueille à bras ouverts. Voilà. Yvan Escovitch, il y a une question pour vous là. Est-ce que le SCOT peut obliger les villes à construire des logements sociaux? Alors justement, c'est marrant, c'est ce que j'allais rebondir. Alors, je ne veux pas contrarier ni Christian Dupuy, ni surtout pas le président. Qui sont des élus de l'Ouest parisien. Mais au-delà des élus de l'Ouest, ce sont des maires. Il ne faut jamais contrarier un maire. Mais la logique Je vais me gêner, moi. Alors là, mais vous la allez voir. logique du PMHH, la façon dont il est construite, c'est pas forcément la logique du SCOT. C'est pas parce qu'on a des logiques différentes dans la métropole, c'est parce que quand on fait un plan qui est issu de ce qui était avant une compétence communale, d'élaborer un plan local d'habitat, on ne fait pas un SCOT. Et donc, à la différence du plan pour l'habitat et l'hébergement, le SCOT, il a un aspect beaucoup plus itératif, c'est-à-dire qu'on tourne. On monte de la réalité qui est la réalité du terrain, les règles qui existent déjà dans les PLU, on ne part pas d'un champ en jachère, la métropole est construite, et alors, beaucoup plus qu'elle ne l'est pas, puisqu'il y a très peu de fonciers, on l'a dit tout à l'heure, qui n'étaient pas construits. Mais on va en même temps avoir une logique descendante parce que c'est une logique de cohérence. Et si on veut le mettre en cohérence, il faut qu'il y ait une logique globale qui prédomine, et puis après qui se décline dans différents PLUI en fonction de la réalité à Rueil-Malmaison, à Clichy-sous-Bois ou à Créteil, qui n'est pas du tout la même. Et mais à Rony, c'est pareil qu'à Rueil. Et donc, du coup, on va devoir décliner cette façon de faire, cette grande cohérence. Donc, ce n'est pas du tout la même logique. Alors, pour répondre à la question qui vous est posée, est-ce qu'on peut contraindre? Je vais prendre l'exemple que je prenais dans les autres réunions. Ce n'est pas une contrainte. Mais si on s'est fixé une règle ensemble, qu'on a convaincu tout le monde qu'il fallait se la fixer, et que, par je ne sais quelle circonstance, dans un territoire, un PLU, un PLUI ne respecte pas, une règle d'urbanisme qui est adoptée par un territoire ne respecte pas ce qui a été adopté au niveau de la métropole, ce texte sera inapplicable. Le préfet va dire, revoyez votre copie, révisez votre règle, le SCOT de la métropole prédomine. Et je prends un exemple, l'exemple des logements sociaux, vous prenez l'exemple des logements sociaux et des logements en accession. Le SCOT, contrairement au PMHH, c'est pour ça que ce n'est pas la même logique, il n'a pas vocation à dire, il y a tant de logements sociaux qui doivent être construits à Rueil, tant à Suresnes, tant à Paris, tant à Clichy. Par contre, le SCOT il donne des grandes orientations et il dit, attention, là où on est dans les zones où il y a déjà beaucoup de logements sociaux, il faut privilégier le logement d'accession. Et inversement, là où on est dans les zones où il y a beaucoup de logements sociaux, il faut privilégier, quand on produit du neuf, du logement en accession. Ou l'inverse. On s'y perd. Ce qui veut dire que si un PLUI prescrit que dans certaines zones, on ne peut faire que du logement en accession, ou par un certain nombre de règles qui sont beaucoup plus fines que ça, parce qu'on ne peut pas le dire comme ça, on aboutit au résultat qui ferait qu'on ne peut construire que du logement en accession dans certaines zones. Également, c'est l'exemple concret de ce que je viens de dire, ce PLUI serait inapplicable. Le préfet dirait, monsieur le maire, revoyez votre copie. Monsieur le président du territoire, revoyez votre copie. Voilà. Pour être très concret. Ouais, Stéphanie Jean, vous trouvez que le SCOT, enfin, vous trouvez que le SCOT va assez loin? Est-ce que, d'abord, est-ce que la distinction entre ouest de la région riche, est de la région plus pauvre, ouest de la région en loyer libre et est de la région en logement social, est-ce que c'est toujours aussi pertinent? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que le SCOT corrige ça? Alors, je ne sais pas si le SCOT va assez loin, mais en tout cas, il porte en lui les germes de ses ambitions. C'est-à-dire que le constat des inégalités sociales et de grands déséquilibres entre les emplois et l'habitat, entre les différents types de ménages et en fonction de leur catégorie de revenus, effectivement, il est là et le SCOT donne des orientations qui permettent de les réduire. Après, il reste à les traduire dans des règles et des documents complets et il faut un portage politique lourd pour mettre en œuvre ces objectifs et les traduire dans la réalité. Yannick Emeras, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur la densification et la mixité qui me paraissent vraiment essentielles. Parmi les expériences, parmi les projets qu'on mène, beaucoup se situent dans des zones en rue.
En zone rue, on a un problème de concentration sociale qui peuvent engendrer des problèmes sociétaux. Il n'y a pas de logement en accession, personne ne veut y aller. Nous, l'expérience que l'on a, c'est que quand on travaille avec la collectivité, avec un bailleur, on se met tous ensemble autour de la table, on prend des ensembles qui font plusieurs centaines de logements, on travaille dans de la programmation, et à un endroit, vous parliez de logements en accession là où il n'y en a pas, et à un endroit où spontanément les gens n'auraient pas envie d'aller habiter parce qu'il y a une stigmatisation du quartier, et ben on arrive, notamment grâce à la taille du projet, à faire créer une mixité. On recrée tout ou partie des logements sociaux. On fait venir de façon très quantitative des logements en accession pour créer une dynamique et un attrait. On arrive, et c'est un de nos enjeux, à créer, parce qu'on a une économie d'échelle aussi, à essayer de monter des pensions de famille, vous en parliez, ben on peut les créer, les pensions de famille. On a une échelle qui le permet, et ces projets-là, c'est simple et compliqué. À la fois, on parlait de la maîtrise du foncier, le propriétaire du foncier, même s'il est occupé, il est à nos côtés, il partage la même ambition. Donc dans la construction de ces projets, et que ça soit à l'Est, à l'ouest, parce qu'on a également ces sujets-là sur l'ensemble du territoire, c'est un axe très fort que nous, on pousse. Vous voyez, Jean-René Poyot, si on veut de la mixité, il faut laisser faire Nexity. Ah, mais on en est convaincu. On est d'ailleurs tellement convaincu qu'on a des accords avec eux. Vous voyez, j'ai signé avec Nexity 2 accords en 2 jours. Donc, vous voyez, un guerre pour des pensions de famille. Bon, j'arriverai pas à vous fâcher. Voilà, et un la semaine dernière avec Indy pour justement acheter ensemble du foncier pour faire du logement intermédiaire. Donc, aucun souci. Ce que je veux dire simplement, c'est nous faisons un constat. Hein, chez Action Logement, notre boulot, si je puis dire, c'est le lien emploi-logement. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a un nombre croissant de salariés demandeurs de logement qui sont dans des emplois de service, avec des horaires, avec un nombre croissant de salariés qui ont des horaires décalés, et que l'image traditionnelle que nous avons du métro, boulot, dodo, elle est mise à mal, et qu'aujourd'hui, il y a des impératifs d'une plus grande proximité entre l'emploi et le logement. Ouais. Avec des problèmes évidemment des problèmes de transport qui sont de plus en plus importants. Patrick Ollier. Monsieur de Lagarde, ça fait à peu près une demi-heure que je vais réagir à Madame Janquel. Je ne peux pas parler, je ne peux pas prendre. Oui, ça c'est vrai. Je ne vous donne pas la parole. Vous savez pourquoi? Vous êtes la mascotte des tortionnaires. Est-ce que je peux protester, s'il vous plaît? Non, parce que Madame Janquel a dit tout à l'heure, je ne sais pas si le SCOT va assez loin. Ça m'interpelle, Madame. Certainement, le SCOT ne va pas assez loin. J'assume. Yvan ne sera peut-être pas d'accord pour ce que je vais dire. Je pense que dans la vraie vie, c'est-à-dire celle des maires qui sont confrontés aux réalités, il est bien souvent urgent de réfléchir avant de décider. Je pense qu'il faut prendre son temps pour convaincre. Et que si on veut aller trop vite pour décider sans avoir le temps de convaincre, en général, on va dans le mur. Pensez-vous sérieusement, mais ce n'est pas une critique, hein, c'est juste l'occasion pour moi de réagir. Pensez-vous sérieusement que pour la première fois de l'histoire de la République, pour 7 200 000 habitants, pour 131 villes, on peut faire un SCOT en claquant dans les doigts. Ce que Yvan réussit avec ses équipes, pardon Yvan, peut-être ce qu'on réussit à la métropole, avec toi, avec Christian, avec moi, avec toute l'équipe, c'est un travail qui n'est certainement pas le meilleur, mais qui, pour la première fois de l'histoire de la République, assure une cohésion sur un périmètre où il y a 7 millions de personnes qui pensent différemment, avec des villes qui sont toujours affrontées, des villes qui n'ont jamais été de leur vie dans l'intercommunalité et qui du jour au lendemain se retrouvent prises dans une structure intercommunale sans jamais y avoir travaillé. Avec Christian, qui est vraiment un ami depuis très longtemps. On s'est vus tous les deux il y a combien 20 ans, à peu près 17 ans, pour l'agglo. Ça fait une quinzaine d'années. Voilà, on s'est vus tous les deux. Et puis on s'est dit, bon, il faut qu'on travaille ensemble. Et puis on va essayer d'amener notre ami communiste, le maire de Nanterre, alors que jamais une agglo dans la région parisienne a été créée entre la droite et la gauche, ensemble, pour construire quelque chose. Oui.
à Bénicio. S'il y a des gens de droite dans une interco de gauche ou des gens de gauche dans une interco de droite, c'est parce que les élections qui sont arrivées après, les changements de majorité les y ont amenés. C'est nous les premiers, tous les deux, qui avons pris notre bâton de pèlerin pour dire à Jarry, il faut qu'on travaille ensemble. Et Jarry a dit oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Patrick Jarry, qui est le président de la commission logement de la métropole du Grand Paris, avec qui Christian travaille au quotidien. Voilà. Mais tout autour de nos trois villes, c'est la résistance du camp des Gaulois. Tous. Il n'y a rien que des Gaulois autour, là. Ils n'ont jamais voulu travailler avec nous. Ils n'ont jamais voulu venir, alors que ce sont les gens de mon parti politique, et même du tien d'ailleurs, au passage, du nôtre. Et pourquoi ils n'ont pas voulu travailler? Et les relations, ça c'est pervers. Ils n'ont jamais voulu venir avec nous. Il a fallu que la loi... Mais pourquoi? Mais ça, c'est à eux qu'il faut le demander, c'est Ah pas ouais, nous. vous avez bien une petite idée quand même. Oui, mais je ne le dirai pas. Ah. Il a fallu que la loi leur impose, à travers la création des territoires, une intercommunalité qui est subie, ce qu'ils n'acceptent pas. Il y a toujours ces réticences. Ils ont peur de perdre le pouvoir, quoi. L'intercommunalité doit être une volonté commune de travailler ensemble. Nous l'avons eu, donc nous, on est à l'aise là-dedans. Le petit jeune qui est là, monsieur Iskovic, vous l'avez voulu, votre intercommunalité, vous, hein? Voilà. Parce que je sais bien comment chez eux s'est passé dans l'Est. Il n'y a pas ces intercos. Donc vous avez des communes qui sont là, qui n'ont jamais travaillé avec les voisines à côté. Ils ne se sont jamais parlé. Ils n'ont jamais eu de discussion. Alors ça leur fait sur drôle un d'être à projet commun. 121, quoi. Et d'un seul coup, voilà, la loi décide que depuis le 1er janvier 2016, ils se retrouvent dans une intercommunalité de 131 villes. Mais il faut les comprendre, ces gens-là. Moi, je ne les critique pas. Je critique les gouvernements qui, dans le passé, n'ont pas eu le courage de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que les gouvernements, dans le passé, ont eu le courage de nous imposer, nous, en province, à l'époque j'étais député des Hautes-Alpes, je sais ce que je dis, parce que je l'ai vécu, des schémas départementaux de l'intercommunalité. Ils n'ont pas voulu toucher à la région parisienne, parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'affronter la région parisienne. Courage Fillon. Résultat, tous ces maires qui n'ont jamais travaillé ensemble, mettez-vous à leur place, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans cette intercommunalité. Alors je ne demande pas qu'on les excuse, on n'a pas à nous excuser ou pas, je vous demande de comprendre que les faire travailler ensemble, c'est déjà un effort énorme. Merci l'État de nous avoir permis de faire cette métropole, mais on a réussi à faire ce travail. Maintenant, on leur demande à ces maires non seulement de travailler ensemble, mais de prévoir le destin commun qu'ils doivent organiser pour les 7 millions d'habitants. Ouh, mais ça change tout. Le destin commun, c'est du parti pris individuel sur le terrain, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors on commence par le plan climat, air, énergie, voté à l'unanimité. Chapeau, dans la métropole. Formidable. Le résultat de ce plan climat et énergie, c'est la zone à faible émission qu'on met en place le 1er juillet, avec des interdictions, effectivement. Alors on dit c'est courageux, bravo. Mais quand on voit qu'il y a 6600 morts par an dans la métropole liée à la pollution de l'air, peut-être qu'il faut qu'on ait le courage de l'affronter. Et puis quand on voit le résultat aux élections il y a 3 jours, la percée des écologistes, on se dit que peut-être on a raison de faire ce qu'on fait. On a peut-être raison de l'avoir fait avant que ce résultat électoral arrive. Donc je termine. Je veux dire que ces maires-là, ils ont le mérite d'accepter de travailler ensemble. On leur impose le plan climat, on leur impose le PMHH. Alors là, c'est encore plus dur que le plan climat. On leur dit, dis donc, dans votre commune, là, il faut que vous nous disiez ce que vous voulez construire. Et puis, bon, c'est pas facile, Christian, et merci du travail qui a été fait. On leur impose maintenant le schéma de cohérence territoriale. Mais mettez-vous à leur place, c'est beaucoup pour eux. Parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Laissez un peu de temps au temps, comme disait le président Mitterrand, et là, pour une fois, il n'avait pas tort. Yvan Iskovic. Non, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, M. Caméra, sur la façon dont on intensifie. Et je ne sais pas si vous avez utilisé ce mot à dessein, mais c'est exactement le mot qu'on utilise nous. On ne parle pas de ville dense ou de densification, on parle de ville intense et d'intensification. C'est une petite nuance, mais la densité, elle est mal vue. Elle est très négative, notamment pour les maires. Elle renvoie à l'idée d'une densité imposée, notamment par l'État. L'idée d'intensifier la ville, le SCOT, lui, reprend strictement sensu les objectifs de densification de l'État, d'intensité de l'État, avec 10% en dehors des quartiers de gare et 15% dans les quartiers de gare. La question qu'on se pose par contre, c'est comment on intensifie la ville, puisque on ne se pose pas la question numérique, mais comment on le fait. Et je vais quand même revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit sur la hauteur. Le SCOT
contrairement au PLU, il ne prescrit pas de hauteur. Mais il va dire que si on respecte un pourcentage de plein terre et en même temps il faut densifier, les villes qui n'ont pas fait comme vous, qui n'ont pas prévu suffisamment d'espaces verts quand ils ont construit et qu'ils avaient les friches, qu'ils avaient les terrains pour le faire, les villes qui ne l'ont pas faites, pour des raisons historiques aussi, comme le centre-ville de Rueil, eh ben, demain, avec le SCOT, elles vont avoir ce nouvel impératif. Et donc forcément, si ailleurs, il n'y a pas assez d'espace vert, s'il n'y a pas assez de foncier pour créer de l'espace vert, elles vont devoir monter un peu en hauteur. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Et je suis désolé, on ne va pas faire de la pub pour Nexity ce soir, mais quand il y a des projets qui marchent, il faut le dire. J'invite ceux qui ne l'ont pas fait à aller voir la tour de 50 mètres de hauteur qui a été faite sur la place du Front Populaire, en face du métro, à Aubervilliers, qui s'appelle Habiter le ciel, pour voir comment la hauteur des années 2018, c'est pas la hauteur des années 60 sur dalle, où on entassait les gens, où on pouvait compter les étages. Cette tour-là, parce que c'est une tour, cet immeuble-là, où on vit dedans, on ne vit pas dans la hauteur d'aujourd'hui, comme on vit dans la hauteur des années 60. Et donc, c'est pour dire que, bien évidemment, il ne faut pas faire des tours partout. Bien évidemment, on ne doit pas avoir le dogme de la hauteur. Pour autant, c'est important de se dire, de rien exclure et de dire que ce qui change aussi parfois la façon de densifier, c'est la façon de construire la ville. Je donne cet exemple-là, il y en a peut-être d'autres, mais c'est important de ne pas non plus avoir des dogmes en tête là-dessus. Voilà, 28 mai 2019, c'est la fête de Nexity. Oui, bah écoutez, comment vous remercier, merci beaucoup. Oui, pour préciser mon propos, je crois que, il est très important qu'un projet, c'est pas une tour, un immeuble de grande hauteur. Bon, là, il s'agit d'un immeuble de 50 mètres. Un projet doit être poli avec ce qui existe autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet réussi qui n'ait pas de sens pour celles et ceux qui habitent déjà sur la commune. Et je dirais, ceux qui les connaissent les mieux, moi je connais mes clients, mais ceux qui connaissent celles et ceux qui sont déjà sur la commune, c'est vous. Et donc un projet, la hauteur, elle n'a de sens que, encore une fois, quand elle est prise dans ce contexte-là. Là, sur cette place, encore une fois, merci du Front Populaire. C'est une grande place, il y a de la place. On a construit des bâtiments de la même échelle à Asnières, devant un parc. On a donné de la vue au maximum de personnes. C'est certain que si on est au centre-ville historique, qu'on en soit à Suresnes ou à Rueil ou ailleurs, la question, elle ne se pose pas de la même façon. La hauteur, ça va peut-être oser le 7e ou le 8e étage. Là, il y en a déjà 6. Mais je crois que la question de la hauteur, la vertu de ce bâtiment de 50 mètres, c'est de montrer que, comme vous le dites, c'est la hauteur synonyme de difficulté, de mal vivre, c'est terminé. Alors, il nous reste peu de temps. J'aimerais quand même qu'on évoque la question du parcours résidentiel, parce que on parle là du logement depuis le début de la soirée, comme finalement c'était une fin définitive dans la ville. C'est-à-dire, on est dans un logement, on n'en bouge plus. Aujourd'hui, et on le sait bien, c'est une des problématiques. Comment est-ce qu'on fait pour assurer un parcours résidentiel, parce que c'est un des objectifs du SCOT, on l'a revu dans le petit film. Stéphanie Janquel. Ah bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes experte là, on vous a pas fait venir pour rien. On sait bien que c'est une question difficile. On construit différents types de produits et on essaye d'augmenter l'offre pour parce que les gens ne bougent pas, ils restent cramponnés dans leur logement, dans les logements de Jean-René Poilot. Ou ceux de Monsieur Kéméras quand ils ont plus de moyens, parce que les taux de rotation aujourd'hui, c'est-à-dire le temps que restent les ménages dans leur logement, il est à peu près similaire quand on est propriétaire et quand on est locataire du parc social. C'est-à-dire qu'on déménage une fois tous les 20 ans dans la métropole du Grand Paris. Et ça, effectivement, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on a du mal à changer de logement et à l'adapter à la taille de son ménage.
Et une des difficultés du PMHH et du SCOT, c'est de créer du mouvement, de permettre aux gens de déménager, de donner de nouvelles possibilités. Un chiffre pour montrer l'importance de l'enjeu de créer de la fluidité et de permettre aux gens de déménager. Si on regagne 1 point sur la vacance, c'est autant qu'une année entière de construction. Gagner un peu sur les logements qui sont actuellement sous-occupés par les ménages, c'est autant qu'une année de construction. Donc il y a des enjeux à essayer d'optimiser le parc existant. Tout à l'heure, vous parliez du foncier le moins cher, c'est celui qui est déjà là, et le bâti le moins cher, c'est celui qui existe déjà. Eh bien, de la même manière, les logements les plus faciles à mobilité sont ceux qui existent déjà et qui sont soit vides, soit sous-occupés, soit encore dans la métropole du Grand Paris. On a la chance d'attirer beaucoup de touristes, et du coup, il y a des quartiers et des secteurs entiers de la métropole où il y a des locations meublées touristiques de type Airbnb. Il faut les supprimer, donc. Il faut peut-être pas les supprimer, mais il faut au moins les encadrer, limiter leur développement, veiller à ce que des quartiers entiers ne disparaissent pas et ne deviennent pas dortoirs en accueillant que des touristes. Et empêcher la perte de ces logements, c'est aussi important que de construire de nouveaux logements. Jean-René Poyot, dans vos logements, alors on l'a dit, hein, les gens ils attendent 5-10 ans pour avoir un logement social. Oui, une fois qu'ils l'ont, hein, ils le gardent. Hein. Oui. Alors, mais d'abord, construire plus de logements sociaux, bon, on partage tous le constat, et c'est bien évidemment un des sujets centraux du PMHH. Ensuite, accroître l'offre, c'est effectivement aussi accroître la mobilité. Pour ce faire, nous croyons beaucoup au logement intermédiaire, hein, comme moyen de décongestionner le parc social. Ensuite, le logement intermédiaire, c'est vraiment la clé. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment la clé, parce qu'on est à un niveau de loyer qui se situe vraiment, comme son nom l'indique, à un niveau intermédiaire entre le loyer libre et le loyer HLM. Et ça concerne, et c'est un logement qui est accessible à un grand nombre d'habitants de la métropole. Ensuite, nous avons par exemple entrepris depuis 2 ans sur l'EPT 12, 11, Orly-Seine-Bièvre, bon, 12, nous avons entrepris une opération qui s'appelle Louer pour l'emploi, qui consiste à les conventionner avec des propriétaires de logements locatifs pour leur dire soit votre logement est vacant, soit il est occupé mais il nécessite des travaux, on passe un accord avec vous, on s'occupe de tout, on vous trouve des locataires, on vous met en place une garantie visale pour sécuriser le paiement des loyers. Ce programme commence à se déployer et ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche, et comme vous le disiez, il y a effectivement une ressource importante de logements non utilisés qui peut revenir sur le marché. Ensuite, alors je vais peut-être dire un gros mot, il y a une possibilité qu'il ne faut pas négliger, c'est la vente, c'est de permettre à un certain nombre de locataires HLM de devenir propriétaires de leur logement. Oula. Nous avons créé... Vous n'allez pas vous faire que des copains à l'USH, là. Oui, mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Nous avons créé chez Action Logement, voilà 1 an, un organisme qui s'appelle l'Organisme National de Vente, qui est en train d'acheter 6000 logements HLM en bloc à des organismes HLM pour les vendre à leurs occupants. C'est pas simplement le moyen de redonner, compte tenu de ce que disait le maire tout à l'heure, des moyens au monde HLM, c'est aussi le moyen de permettre à des locataires anciens de devenir des propriétaires. Et puis, il me semble aussi qu'il nous faut réfléchir à d'autres formes d'accession sociale, hein. Dans le plan que nous avons annoncé, dont je vous parlais tout à l'heure, nous prévoyons de financer ce qu'on appelle des organismes de foncier solidaires. Ces organismes de foncier solidaires ont un rôle qui est d'alléger le coût de l'acquisition des logements pour des primo-accédants, puisque cet organisme-là achète la part foncière des logements et donc va réduire
d'une proportion assez importante, 40 ou 50%, le prix d'achat, l'accédant n'achetant dans un premier temps que l'usage du logement avec la possibilité de le revendre. Et nous pensons qu'il ne faut pas simplement réfléchir à de l'accession sociale. Qu'entre l'accession sociale et l'accession libre telle qu'elle se pratique, il doit aussi y avoir une accession intermédiaire. Il y a beaucoup de jeunes cadres qui accèdent à avoir un parcours résidentiel accéléré et on les comprend. Et pour le coût, il nous faut être un petit peu inventif. On réfléchit à des SCI d'accession progressive, on réfléchit à du démembrement. Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités qui sont à mettre à l'œuvre. Et il y a des trucs à imaginer. Et pour lesquels la réglementation, sincèrement, on a quand même tendance Vous savez ce que me glissait Patrick Ollier à la charger un peu. Hein. Il me dit, il y a 20 ans, c'est moi qui ai fait passer la loi pour permettre, l'amendement pour permettre de vendre des logements sociaux. Et il avait eu une discussion serrée avec l'abbé Pierre à l'époque. Tout à fait. Yvan Itzkovitch, ça va bientôt être l'heure de finir, mais pour terminer peut-être sur cet aspect, sur le parcours résidentiel, en quoi le SCOT peut... Enfin, vous en avez fait un de vos objectifs. Comment est-ce que vous pouvez l'atteindre ? Non. Non. Le parcours résidentiel, il y a un objectif de la métropole, il y a un objectif des décisions qui sont prises tous les jours par le bureau de la métropole, par le président, dans le cadre du PMHH, dans le cadre de plein de politiques de logement. Mais il faut remettre les choses à leur contexte. Le SCOT, le document de cohérence qu'on est en train de produire, c'est un document qui est avant tout un document, et le président l'a dit en préambule, d'aménagement du territoire. Un document qui a vocation à irriguer les règles d'urbanisme des 131 villes et des 12 territoires. C'est pas un document qui a vocation à gérer le parcours résidentiel des métropolitains. Sauf que gérer le parcours résidentiel, c'est fabriquer du logement. Voilà. Il a le seul lien qu'il a avec le parcours résidentiel, c'est qu'il est censé être garant de la cohérence de l'offre sur l'ensemble du territoire, non seulement de sa cohérence sur le territoire, mais de sa cohérence par rapport à ce qu'il y a comme besoin. Au-delà de ça, le rôle du SCOT dans le parcours résidentiel s'arrête là. Alors c'est important parce qu'il faut bien, si on veut habiter dans les logements, il faut bien qu'ils existent. Mais au-delà de ça, tout ce qui est après des liens avec le type d'action que vous menez, des liens avec les aménageurs pour voir comment on construit, quelle typologie, ça, soit on descend trop précisément dans les règles, et là ce sera les PLUI qui seront un peu plus précis sur les règles, je pense notamment aux règles sur la typologie de logement, sur les tailles de logement, etc., sur ce qu'on appelle la granulométrie. Ça, c'est des règles qui sont très liées au PLUI, pas au SCOT. Et après, ce sont les communes, les intercommunalités comme la métropole qui mettent en œuvre un certain nombre de règles quand ils prennent la compétence et qui prévoient justement un certain nombre de programmes qui permettent de favoriser les parcours résidentiels en fonction du type de logement, en fonction de qui habite dedans, en fonction des populations qui sont sur ces territoires-là, du maillage, on a entendu. Vous ne faites pas peut-être pareil du logement au bord d'une gare du Grand Paris Express qu'un peu plus loin. Et ça, c'est important aussi en fonction du maillage territorial qu'il y a. On l'a entendu à Clichy-sous-Bois sur l'histoire de la piscine, c'était une anecdote, mais c'est très important de savoir. Le SCOT prévoit notamment, on n'a pas pu tout dire, des logiques de maillage de territoire avec une proximité des services publics, des aménités. Donc voilà en quoi on peut agir sur le parcours, mais pas autrement, pas plus loin. On va faire conclure le régional de l'étape. Christian Dupuis qui a fait mentir l'adage que je citais tout à l'heure, hein, du maire bâtisseur qui est un maire battu. Vous avez pas mal bâti et vous n'avez pas été très battu. Ben, cet adage-là, il m'était rappelé sans cesse pendant mon premier mandat par le premier adjoint d'une ville voisine, Asnières, et qui me disait sans arrêt « T'es fou de construire comme ça, maire bâtisseur, maire battu, maire battu ». Moyennant quoi, c'est eux qui ont été battus aux élections suivantes, justement parce qu'ils n'avaient pas fait suffisamment de réalisation pendant leur mandat. Donc vous voyez, je crois que les adages, il faut s'en méfier. En revanche, il y a un adage qu'il faut retenir, c'est celui qui figure sur les armes de la ville de Suresnes, qui dit « Nul ne sort de Suresnes qui souvent n'y revienne ». Donc j'espère que ce sera votre cas à tous ce soir. Et puis ce que je voudrais dire aussi que, en termes de parcours résidentiel et de mixité sociale, Suresnes est la terre où l'idée même est née.
ceux qui ont participé tout à l'heure à la visite du MUS et à la visite de la Cité Jardin ont pu voir que dès la fin des années 10, Henri Sellier avait déjà intégré ces deux notions-là. On n'avait pas encore inventé les termes, mais il en avait déjà inventé le contenu. Et je crois que c'est une belle source d'inspiration. Et donc moi, j'ai aucun mérite. Je me suis mis dans sa trace, qui avait été un petit peu oubliée par ses successeurs avant moi. Ce sera notre mot de la fin. Merci à vous. 6 applaudissements pour nos élus et nos experts. Et puis, on vous salue et on vous donne rendez-vous pour la prochaine étape de ces débats publics de la métropole du Grand Paris. Bonne soirée à tous. Et merci à la technique, aux techniciens. On ne les remercie pas suffisamment. La lumière, le son, les images, tout ça est parfait. Merci à vous.